Alors, bonjour. Est-ce que ce sera plus léger? Je ne sais pas. Je pense qu'on va quand même avoir besoin de neurones ici, là, quand même, pour l'après-midi. Mais ça va être plus le fun, ça, c'est sûr. Non, c'est pas vrai. Donc, comme vous voyez, c'est ça, tantôt, quand Martine m'a présenté, elle parlait du ESID, ASID, donc ESID, ACID. Ce sont en fait des congrès internationaux en immunologie. Donc, le ESID, c'est le European Society of Immunodeficiencies. Et le ACID, c'est le African Society of Immunodeficiencies. Il y a aussi le LACID, qui est le Latino American Society of Immunodeficiencies, pour vous dire qu'à travers le monde, les grands cerveaux de l'immunologie se rencontrent, là, en général, c'est aux 2 ans, pour se pencher sur les questions d'immunologie, puis pour en venir à des conclusions, comme un peu Dr. Haddad vous parlait. Donc, vraiment, le monde recherche beaucoup en immunologie. Là, franchement, c'est un sujet de l'heure. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un quiz. Quand je suis arrivée tantôt, pendant la conférence de Dr. Haddad, j'ai vu qu'il avait survolé quelques points dont je vais vous parler. Je pense que Dr. Vin aussi, ce matin, a survolé quelques points dont je vais vous parler. Donc, si vous avez bien écouté, ça devrait bien aller. Hein? Surtout qu'on a un voyage dans le sud, le Grand Prix. Donc, ça vaut la peine de se forcer. Je voulais diviser la salle en équipes. C'est certain qu'il y a plus de monde de ce côté-là. Par contre, je sais que de ce côté-là, il y a des gens qui ont de grandes qualités aussi, beaucoup de savoir en immunologie. Donc, ouais, il y a de la pression. Donc, on a décidé avec mes 2 assistants qu'on allait séparer la salle en 2, donc avec ici là, cette ligne-là. Puis si on voit que c'est vraiment trop débalancé, bien, on pourra se réajuster. Les gens de la pharmaceutique, vous n'êtes pas autorisés à répondre aux questions, hein? À moins que vous le souffliez et que je ne le vois pas. Donc, comment ça va fonctionner? J'ai mes 2 assistants ici, Xavier et Liliane, donc qui vont nous aider à faire le comptage des points. Avant de commencer, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait choisir des noms d'équipe? On s'est dit, c'est des adultes. Les adultes, ils ne pourront pas trouver de nom d'équipe tout seuls. Donc, on a décidé d'en trouver pour vous. Donc, l'équipe de Liliane, ce sont les... Pouliche, est-ce qu'il est ouvert? Allô? Oui, Pouliche, les... Oui, et les Xavier? Ironman. Bon, important. C'est important que vous vous rappeliez de votre nom d'équipe. Parce que comment ça va fonctionner? Donc, la question va s'afficher à l'écran et la personne qui pense connaître la réponse doit lever la main et dire le nom de son équipe. Donc, même si c'est M. Tellier là-bas, qui est un homme tout à fait très masculin, il est obligé de dire les pouliches quand même, s'il veut qu'on lui donne le micro pour la question. Pour les questions vrai ou faux, c'est certain qu'on ne pourra pas faire de droit de réponse, mais pour les pas vrai ou faux, on pourra faire des droits de réponse. Donc, si une équipe n'a pas la bonne réponse, on va pouvoir s'essayer de l'autre côté. Ça va? C'est clair? Serrez-vous la main. Bonne chance. Bonne chance à tous. Ça se peut que vous voyez vos enfants aussi dans ma présentation. Hein? Il y a quand même 7 ans d'immunologie là-dedans. Question vrai ou faux? Les mots anticorps et immunoglobulines sont des synonymes. Vas-y, on a entendu ici plus fort. Vous pouvez parler fort. Alors, je vais dire vrai. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai! Bravo! 1 point pour les Ironman. L'injection d'immunoglobulines sous-cutanées existe à travers le monde depuis... Vas-y. 1980, 2002, 1993, les années disco ou 1970? 2002. C'est une mauvaise réponse. 1980, on va aller voir. 93, la disco disparaît. C'est une bonne réponse. Gênez-vous pas de dire votre nom d'équipe. 2002, en fait, peut-être que vous pensiez au Québec. Là, la question, c'était existe à travers le monde. Donc, c'est vraiment en Suède là, que les injections ont commencé depuis... J'étais presque même pas née, imaginez. Presque pas née.
Puis je pense que les APIC non plus n'auront pas le droit de répondre. Hein? Je pense que c'est un petit peu trop... OK, vrai ou faux? Les immunoglobulines IV sont plus efficaces que les immunoglobulines sous-cutanées. C'est faux, on va voir. Effectivement, c'est faux. Donc, au niveau de l'efficacité dans les études, on le voit, c'est très, très comparable. Donc, qu'on les reçoive en intraveineux ou qu'on les reçoive en sous-cutané, au niveau du taux infectieux, c'est pas mal égal. Il y a des petites différences au niveau de la fatigue, la tolérance, mais au niveau de l'efficacité, c'est exactement pareil. C'est pourquoi, si jamais on est fatigué de recevoir un traitement d'une certaine méthode, bien, on pourrait passer facilement à un autre mode d'injection sans être inquiet d'être plus malade. Vous êtes prêts? Quel est l'âge moyen de diagnostic de déficit immunitaire? Pouliche. Il faut dire Ironman, madame, je m'excuse. 27 ans. 27 ans. Et c'est une bonne réponse. Bravo! Tantôt, Dr. Haddad a dit 24, mais c'est l'infirmière qui a raison, hein, c'est 27. Jusqu'à quel âge le déficit immunitaire, peut-on considérer le déficit immunitaire comme transitoire? Jusqu'à quel âge peut-on considérer le déficit immunitaire comme transitoire? Bien, jusqu'à l'adolescence. Il faut donner un âge. 16. Mauvaise réponse. J'aurais dit 12. Je vais essayer 3 ans. Essaye la madame en arrière. 6 ans. Donc, on dit que le déficit immunitaire peut être considéré transitoire jusqu'à 4 et 6 ans. C'est certain que si une personne est diagnostiquée, disons, avant l'adolescence, et puis c'est possible que le médecin décide à un moment donné d'arrêter pour vérifier, puis que ça se replace tout seul. Mais en général, on a un diagnostic qui s'appelle le déficit immunitaire, l'hypogamma-globulinémie du jeune enfant ou du nourrisson. Puis ça, on voit ça jusqu'à 6 ans. Oui, ça va être un point pour les Ironman. Vrai ou faux? Il est possible de développer un déficit immunitaire après avoir reçu un médicament. Vrai. Vrai. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple? Oh là là. Tantôt. Chimiothérapie, peut-être? Chimiothérapie, oui, bravo. Donc, c'est vrai. Avec de la chimiothérapie, on pourrait induire un déficit immunitaire. On pourrait aussi développer un déficit immunitaire transitoire avec le médicament dont vous parlez tantôt, Dr. Haddad, le rituximab. Donc, nous, on a un déficit immunitaire. Donc, on sait que si on reçoit du rituximab, on va tuer nos lymphocytes B. Nos lymphocytes B ne feront plus d'anticorps. On va avoir besoin d'immunoglobulines. Mais nous, on ne faisait pas déjà d'anticorps. Donc, on s'en fout un peu d'avoir ou pas d'anticorps. Mais des gens, disons, qui font de l'arthrite, qui n'ont pas de déficit immunitaire, qui doivent recevoir ce médicament-là, le rituximab, pour traiter l'arthrite, ils reçoivent ça, on tue leurs lymphocytes B, donc leurs lymphocytes B qui sont un peu fous, qui attaquent leur corps puis qui leur donnent de l'arthrite. Donc, ils vont avoir moins de manifestations d'arthrite, c'est super, mais comme ils n'ont plus de lymphocytes B, ils ne font plus d'anticorps, donc ils sont pris à recevoir des transfusions d'immunoglobulines à cause de ce médicament-là. Donc, on va appeler ça un déficit immunitaire secondaire. Ce qui est beau là-dedans, parce qu'on pourrait se dire, OK, j'ai mal aux articulations, je vais recevoir ce médicament-là, j'aurai plus mal, mais je vais être pris pour me faire des transfusions. En général, les lymphocytes B, quand on les tue, dans le fond, il reste, ça prend à peu près 6 mois à 1 an avant vraiment que notre moelle osseuse commence à en refaire des nouveaux. Donc, ces gens-là vont être sous traitement d'immunoglobulines de remplacement pour à peu près 6 mois. Puis quand les nouveaux lymphocytes B vont se refaire, bien, on espère qu'ils seront plus fous comme les premiers, puis qu'ils vont revenir normaux. À ce moment-là, on n'a plus d'arthrite, puis en même temps, nos lymphocytes B sont revenus, reprennent leur production d'anticorps comme avant. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Pour un tout petit nombre de personnes, par contre,
c'est plate parce qu'ils reçoivent du rituximab, puis des fois, ce déficit immunitaire-là qui est induit va rester des années, des fois toute la vie. C'est un tout petit nombre, mais ça arrive. Des fois, les lymphocytes B ne reviennent jamais. Donc ça, souvent, les médecins ils oublient de le dire aux patients. Bien, ça, c'est plate quand tu tombes dans l'exception, mais c'est la vie. Donc ça, c'est clair. Jamais vous avez des questions pendant les questions, justement, gênez-vous pas. Ça va? Parfait. C'est pour ça aussi que, comme des fois, on se dit le rituximab ou des fois les médicaments, c'est des belles solutions, mais il faut vraiment comprendre aussi à long terme les effets secondaires s'il y en a, puis être prêt à les assumer. Je pense que point à Ironman, oui. OK, c'est une question par rapport. Que représente cette photo? Les pouliches. Vas-y avec Jeffrey. Attendez d'avoir le micro. On se calme dans la salle un peu. Non, c'est pas vrai. Ben ça, c'est une bosse après une injection. Là. Oui, c'est ma photo de peur. Donc, c'est un abdomen après des sites en sous-cutané. Donc, c'est comme... Hein? C'est pas le tien, non. Donc, c'est une photo qui est vraiment prise de proche, là. C'était pour montrer que des fois, on peut avoir un petit peu d'écoulement au niveau des sites. En général, ça fait pas aussi peur que ça, là, pour ceux qui en ont jamais fait. C'est comme une petite blague, là, en même temps. Donc, les sites d'injection sous-cutanée qui sont recommandés, je vous les montre ici. Surtout chez les jeunes enfants, quand on est habitué de faire toujours le traitement au même endroit, c'est très, très difficile psychologiquement souvent de changer de place. Par contre, des fois, on doit changer de place parce que des fois, avec la croissance, le tissu sous-cutané n'est plus pareil. Quand ils sont petits, des fois, ils ont des grosses cuisses, ils vieillissent, puis il n'en reste plus de poulet dans les cuisses, on doit passer au ventre ou en alternance. Des fois, on peut développer des nodules au niveau des sites de sous-cutané. Ça aussi, c'est un autre signe qu'on doit changer de place. Mais pour les parents, c'est beaucoup de travail. On doit vraiment convaincre les enfants parce que souvent, je ne regarderai personne là, ici, là. Mais souvent, quand on est habitué d'expliquer au même endroit, bien, on veut rester à la même place, puis juste de penser qu'on va changer, c'est l'enfer. Donc, ça reste que quand on est obligé, des fois, il faut changer. Par contre, vous voyez ici l'arrière des bras, c'est surtout pour les bébés, ou les flancs aussi, surtout pour les bébés. Ça va? À date, on est à combien, là? 5. 2. Oh, OK. Je vais vous envoyer quelqu'un de la pharmaceutique. Quelles molécules permettent la communication entre les cellules immunitaires? Parce qu'eux ne se parlent pas. Est-ce que ce sont les cytokines, les toxines, l'insuline, les mitochondries ou le plasma? Il faut dire le nom d'équipe hein, quand on lève la main. Ah, j'ai pas entendu. Je m'excuse. Ah. S'il vous plaît, on n'insulte pas la commentateur. Non, c'est pas vrai. Vas-y. C'est quoi la réponse? Ben oui. Le plasma. Plasma, mauvaise réponse. Droit de réplique. Les cytokines. Et c'est une bonne réponse. Les cytokines, je vous ai trouvé une petite photo. Donc, les cytokines, vous voyez, c'est ce qu'on voit entre la cellule rose et la cellule mauve en haut. Donc, ce sont vraiment comme des petits messagers qui aident les cellules entre elles à communiquer. Souvent, quand on invente des nouveaux médicaments, on va trouver des bloqueurs pour bloquer ces cytokines-là. Vrai ou faux? Il est dangereux de changer de journée de perfusion, surtout lorsqu'on fait des perfusions en sous-cutané. OK. Le juge, il dit que c'était ce côté-là au début. Je m'excuse. Faux. C'est faux. C'est faux? Et c'est faux. Donc, en sous-cutané, surtout, on peut changer la journée de perfusion sans problème. Par contre, on essaie quand même de faire les transfusions à chaque 7 jours. Si on change notre journée en intraveineuse, bien là, c'est certain qu'on doit être à l'affût parce que notre corps commence à détruire les immunoglobulines à peu près après 2 semaines de perfusion. Donc, quand on a passé notre 2 semaines, là, c'est sûr que notre taux d'IgG descend de plus en plus dans notre sang. Donc, c'est plus urgent là, de faire la transfusion. Si on saute une semaine, on pourrait se faire double dose la même semaine. Oui? Non, il n'y a pas de jour trop rapproché. En fait, votre dose est calculée par mois.
Donc, vous pourriez le faire. La seule chose à considérer, c'est vraiment l'intégration, que les sites soient intègres. Donc, que la peau soit belle quand même. Donc, non, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que si vous le faites toujours aux 5 jours, bien, à la fin, vous allez quand même avoir une dose plus haute parce que vous êtes aux 5 jours puis vous êtes supposé être aux 7. C'est clair? Parfait. Quelle situation pourrait empêcher une personne de procéder à son traitement d'immunoglobuline sous-cutanée? La présence de dépôts dans le vial, la fièvre, la présence de retour veineux ou l'écœurantite aiguë? La fièvre. Mauvaise réponse. Ah oui. Les pouliches, droit de réplique, pas le choix. C'est sûr, c'est pas l'écœurantite aiguë, là. Ça va être la présence de retour veineux. Ironman! Toutes ces réponses sont bonnes. Mais je ne l'ai pas lu la première, hein, c'est pour ça. Mais toutes les réponses sont bonnes. Donc, on ne s'injecte pas nos immunoglobulines s'il y a des dépôts dans le vial, la fièvre, comme disait Jeffrey, l'écœurantite aiguë souvent, ou la présence de retour veineux. C'est toutes des bonnes raisons pour ne pas faire son traitement. Ironman, oui, pas le choix. Vrai ou faux? Les personnes atteintes de déficit immunitaire sont plus susceptibles de développer une maladie auto-immune. Oh, c'est... Pourtant, sa blonde est de l'autre bord, je comprends pas. Ben oui. Je dirais vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dr. Haddad en a parlé un petit peu tantôt, toujours à cause des lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B, c'est eux qui sont responsables de la sécrétion d'anticorps. Quand on a un déficit immunitaire, bien, on sait qu'ils ont un peu de misère à en faire, donc ils ont une anomalie, ils ne font pas assez d'anticorps. Mais souvent, en plus, ils reçoivent des mauvais messages, puis plutôt qu'aller d'attaquer les bactéries puis les virus, ils vont aller attaquer le propre corps. Donc, il faut être, je dirais, à l'affût. Si soit on a soi-même un déficit immunitaire ou un enfant, donc des manifestations comme des douleurs articulaires, de l'arthrite, lupus, donc des maladies auto-immunes. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez en faire d'emblée, mais il faut rester à l'affût parce que ces phénomènes-là auto-immuns, ça se mesure dans le sang, puis on peut prévenir ensuite les impacts. Oui? Oui, je vous dirais que je ne peux pas te dire de nombre exact parce que je n'ai pas vu dernièrement d'études, mais je te dirais dans ma clientèle, là, peut-être sur, je te dirais peut-être un 20 à peu près 20 là, des gens qui ont un déficit immunitaire qui ont aussi des diagnostics de maladies auto-immunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que des fois, ça va être la maladie auto-immune qui va sortir avant le déficit immunitaire ou le contraire. Fait que des fois, c'est avec les années qu'on se rend compte que c'est interrelié. Oui? Ben oui, auto-immune. Ça peut avoir un lien, oui. Mm-hmm. C'est ça qui est... C'est beau, le corps humain, ça fonctionne tout en harmonie, mais c'est ça, c'est un petit problème aussi. On est prêt? Nommer une façon de diminuer la résistance lors de l'administration d'immunoglobulines par méthode push. Quand je veux dire ça, je veux dire les gens là, qui prennent leur seringue là, puis ça cote ici là, pour pouvoir pousser là, parce qu'ils ont de la misère. Faire un retour d'air, la seringue. Retour d'air? Oui, sortir l'air. Sortir l'air. Un retour d'air. C'est un bel essai. Mais peut-être que je m'exprime mal. Moi, je veux dire, quand les gens... Donc, la méthode push, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que plutôt que d'avoir une pompe, on a un papillon qu'on remplit, puis on pousse sur la seringue. Des fois, quand on pousse sur la seringue, je pousse de toutes mes forces, mais ça n'avance pas. Donc, il y a des petits trucs pour essayer de rendre cette pression-là moins grande. Il y a des infirmières dans la salle. Des petits coups, il y a des choses plus faciles. On peut changer, là. On a tout le matériel qu'on voudrait, là. On peut changer.
Utiliser une plus petite seringue. Oui, utiliser, changer le calibre. Donc, souvent, les gens qui vont faire du push vont utiliser une seringue de 20 ml. Mais c'est difficile de pousser avec une seringue de 20 ml parce qu'il n'y a pas assez de pression. Donc, de changer pour une 10 ml, souvent, ça peut changer vraiment la vie. Ou d'utiliser une aiguille plus grosse. Mais l'aiguille plus grosse, on n'aime pas ça parce que ça fait plus mal. Oui, les marteaux, là, ça, c'est non. C'est très personnel. Ce qui est le plus gros avantage, moi, je vous dirais que c'est qu'on n'a pas, en fait, à faire le vide d'air de la tubulure. Je vous dirais qu'on a à peu près, si ça prend 10 minutes monter une tubulure pour faire de la pompe, ça prend à peu près 5 minutes pour le push. La différence, disons que j'ai 40 ml à me donner, plutôt que me donner une fois par semaine, disons en 2 citres de vin, je peux me donner 10 ml 4 fois par semaine avec un papillon. La seule chose un peu plate, c'est qu'à date, on doit utiliser les papillons qu'on utilise pour les ponctions veineuses. Donc, l'aiguille est un petit peu plus longue, bien, en fait, le double de ce qu'on a en pompe. Donc, puis c'est beaucoup moins cher aussi au niveau des coûts parce qu'on n'a pas la tubulure, la pompe, tout ça. Mais c'est vraiment une question de choix. Je dis que c'est une question de choix, mais la plupart du temps, souvent, les hôpitaux adultes offrent le push et puis c'est tout. Si ça ne va pas bien avec le push, il faut que tu retournes en intraveineux. C'est malheureux parce qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient peut-être bénéficier aussi de la pompe. C'est bon? Vrai ou faux? Lorsqu'on souffre d'un déficit immunitaire, il est nécessaire d'être sous antibiotiques prophylaxiques. Moi, c'est mes juges. Donc, la prophylaxie, c'est de prévenir. Oh, Jeffrey? Faux. Faux! C'est faux! Mais, donc, c'est pas nécessaire. Par contre, souvent, les jeunes enfants, même quand ils reçoivent des immunoglobulines, on doit les mettre sous antibiotiques prophylaxiques pour essayer d'éviter les infections. Donc, avec le temps, quand ça fait 1 an ou 2 qu'on est sous immunoglobulines, on peut penser souvent à arrêter ces antibiotiques-là qui sont en prophylaxie pour voir si, juste avec les immunoglobulines, ça va faire la job. Oui? Ah, pour celle-là, OK. Dans quel organe les cellules du système immunitaire naissent-elles? Non, mais là, Xavier, elle avait déjà sa main là, depuis le début. La moelle osseuse, bravo, c'est ça, parce que souvent, j'entends, même tantôt, tu sais, moelle épinière, j'ai eu une greffe de moelle épinière. La moelle épinière, c'est dans le dos. Donc, c'est ça qui fait l'influx nerveux, en fait. La moelle osseuse, c'est contenu dans tous les os. Dr. Haddad, tantôt, vous parlez de greffe de moelle osseuse. Donc, ce qu'on fait quand on veut greffer la moelle, on doit donner de la chimiothérapie très, très puissante pour enlever cette moelle-là, notre moelle, et pouvoir venir la remplacer. Moi, j'ai fait beaucoup d'années de ma vie en greffe de moelle et souvent, on s'attend, wow, la greffe de moelle aujourd'hui. Puis là, il arrive avec un petit sac. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on va aller prélever la moelle osseuse, souvent dans les crêtes, dans les sacro-iliaques. On prélève la moelle osseuse du donneur, on l'injecte comme une transfusion, puis la moelle va aller prendre sa place dans le corps. Puis ensuite, on espère qu'elle pousse, puis qu'elle pousse bien. Donc, c'est assez magique. On peut aussi faire produire de la moelle à partir de cellules souches. Donc, les dames qui sont enceintes peuvent donner le cordon de leur bébé. Ça, c'est rempli de cellules souches. Puis, plutôt que de le jeter à la poubelle, il y a des banques de sang de cordon qui existent pour, en fait, donner l'option aux gens qui ont le cancer de pouvoir avoir accès à toutes ces cellules souches-là parce que c'est très, très riche. On peut aussi mettre le sang de cordon de notre bébé en banque au cas où qu'il arriverait quelque chose avec notre famille. Ça aussi, c'est faisable. Donc, la moelle osseuse, parfait. Vrai ou faux? Le thymus est un organe du système immunitaire. Oh! Oh! C'est vrai. Savez-vous qu'est-ce que ça fait, le thymus? Organiquement, je ne sais pas, mais je sais que c'est une façon de faire de le système immunitaire. Bien, en fait, c'est un organe du système immunitaire. Je vous en parle parce que c'est intéressant. Donc, vous voyez le gros truc, là? Donc, ça, c'est un thymus. Les enfants ont un thymus avec un poids beaucoup plus élevé que chez les adultes. Plus on grandit, plus le poids du thymus diminue parce qu'en fait, le thymus, c'est pour permettre aux lymphocytes T qui sortent de la moelle osseuse
d'aller migrer, d'aller apprendre, qu'on dit, apprendre leur rôle dans le thymus, puis ensuite être dans la circulation. Donc, il y a une maladie qui s'appelle le syndrome de Di-George. Donc, c'est une maladie où les enfants ou les gens naissent sans thymus. Donc, ça donne un déficit immunitaire quand même assez grave parce que ces gens-là ont des lymphocytes T, mais des lymphocytes T qui ne savent pas quoi faire, donc il leur manque une sorte de lymphocyte. À Sainte-Justine, on a déjà greffé un thymus. Donc, ça se fait, on ne l'a pas fait dans l'établissement, mais on a une petite fille qui n'avait pas de thymus, qui a reçu le thymus d'un autre, puis ça fonctionne bien maintenant. La seule chose, anecdote, c'est que moi, je devais aller donner des immunoglobulines parce que le thymus n'était pas encore tout à fait en fonction. Ils ont greffé le thymus dans les cuisses. Et puis moi, je m'en allais là, pour y donner ses sous-cutanés. Je m'en allais la piquer dans les cuisses, direct dans le thymus. Mais une chance qu'ils me l'ont dit à la dernière minute, là, mais je m'en allais y donner ça là. Mais bon, ça reste que c'est des cas encore très, très rares. Mais ça s'appelle la maladie, le syndrome de Di-George. Marc-Claude. Quelque chose qui n'est pas clair. Le thymus, il est là. Il est ici. Oui, quand on greffe pas nécessairement tout le temps à l'endroit de base. Comme si vous recevez un rein, on ne le remettra pas là, on va le mettre ici. Souvent, on le met où il y a de la place. Donc, mais l'idée, l'endroit n'est pas nécessaire. L'important, c'est qu'il soit fonctionnel. Donc, on aurait pu le greffer dans le front. Donc, le point Ironman. OK, question difficile. Marc-Claude, le point? Oui, point au Ironman. Question difficile, là. Nommer un déficit immunitaire qui implique que la personne ne produit aucune immunoglobuline. Donc, pas d'IgA, pas d'IgG, pas d'IgM et pas de lymphocyte B. On a entendu Ironman, hein? T'as-tu dit pouliche? OK, moi, je ne m'assume pas. Ouais. Je dirais IgG. Mauvaise réponse. C'est pas le terme exact, mais j'ai enfant bulle dans ma tête. Enfant bulle, ça, c'est déficit immunitaire combiné, mais on est proche. Pour les snowboarders, ça ressemble à une marque de snowboard, le nom de cette maladie-là. Le bruton! Wow! Hey, je suis impressionnée! Donc, le bruton, en fait, c'est une maladie qui fait que les gens n'ont pas de lymphocyte B. Pas de lymphocyte B, pas d'immunoglobuline. Pour la plupart d'entre nous, on fait soit pas d'IgG, soit pas d'IgA, mais on a des lymphocytes B. C'est juste qu'ils ont de la misère à en faire. Les gens avec le bruton n'ont pas de lymphocyte B du tout. Donc, ils peuvent vivre, mais comme vous dites, c'est des enfants, des gens qu'on doit traiter rapidement parce qu'ils n'ont aucune sorte d'immunoglobuline. Quand on parle de bébés bulles, donc eux, c'est qu'ils ont... Parce que les brutons, ils n'ont pas de B, mais ils ont des T. Les bébés bulles, les sévères, déficit immunitaire sévère combiné, ils n'ont ni de B ni de T. Donc, c'est ça un petit peu la différence. Ça va? Les brutons, ça, c'est une maladie qui est un peu comme Dr. Vin vous a peut-être expliqué tantôt. C'est une maladie où les mamans sont porteurs, mais où c'est seulement les garçons qui le développent. Le bruton. Eh oui. Ça ressemblait à Burton, moi, je trouvais. Vrai ou faux? Le déficit immunitaire a une composante génétique. Vrai? Oui, mais là, on a eu plein de conférences, là, c'est vrai. Parce que moi, je me rappelle d'un SIPO il y a quelques années où le médecin avait dit que c'était faux. Tu sais, c'est pas... En tout cas. Nommer un déficit immunitaire qui porte le nom d'un poisson rouge bien connu. Nemo? Ah, je voulais que... Eh oui, c'est le Nemo. Donc, le Nemo, c'est en fait... Est-ce que tu veux l'expliquer? Non? Pas pantoute? Pas capable. Non. Le déficit immunitaire Nemo, spécifiquement, donc c'est une maladie qui donne un déficit immunitaire, aussi une dysplasie au niveau de la peau qui fait que les gens n'ont pas de glandes sudoripores. Donc, quand on a chaud, des choses comme ça, la température monte très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à notre température. Il y a ça, puis il y a aussi le risque aux infections. Donc, c'est un déficit immunitaire rare, par contre, qu'on retrouve là. C'est bon, vous avez été bon? Vrai ou faux? Il est dangereux de boire de l'alcool lorsqu'on reçoit des perfusions d'immunoglobulines. Allez, les ivrognes, là, soyez pas gênés. Moi, je pense que c'est faux. Ah, c'est sûr. Je sais pas.
On a un faux, on a un vrai. Vrai. OK, va voir Iron Man, là. C'est faux. Et... Je voulais mettre... C'est faux! Yes! Alors, il n'est pas dangereux. Par contre, c'est sûr qu'idéalement, on ne fait pas ça le vendredi soir à 3 h du matin, nos injections. Hein? On essaie de faire attention à ça, garder la stérilité. Mais au moins, il y a ça. Que signifie l'abréviation DICV ou CIVD? Oh, là, c'était clair, c'était pouliche. Déficit immunitaire commun variable. Et c'est une bonne réponse. Donc, déficit immunitaire commun variable, le grand sac, comme tantôt disait Dr. Haddad, ou le CVID, qu'on va appeler le Common Variable Immunodeficiencies. 1 point pour l'accent. Marie, bravo. Donc, les personnes atteintes de déficit immunitaire ont une espérance de vie comparable aux autres. Ouais, c'est vrai! Tout le monde a un point. Tout le monde l'a dit. Tout le monde a un point. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Quel anticorps n'est pas contenu dans les perfusions canadiennes d'IgG? Roulement de tambour. La fièvre jaune. La fièvre jaune, c'est une bonne réponse. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fièvre jaune dans nos anticorps qu'on reçoit? Dans le fond, les donneurs de sang, quand ils vont donner du sang, parce qu'au Canada, on n'a pas le droit de payer les gens pour donner du sang, hein, parce que nous, on a de l'allure. Mais on n'a pas assez de donneurs. Fait qu'il faut qu'on en achète à ceux qui payent leurs donneurs de sang. Hein. Donc, qui paye leurs donneurs? Les États-Unis. Donc, nous, le plasma qu'on utilise, les immunoglobulines, dans le fond, qu'on utilise, viennent de plasma de l'Amérique du Nord. OK? Donc, des États-Unis et du Canada. Donc, les gens qui vont aller donner du sang ont développé des anticorps de l'Amérique du Nord. C'est pour ça que dans ce qu'on reçoit, souvent, c'est rempli, dans le fond, les immunoglobulines sont remplies d'anticorps contre la varicelle, tétanos, polio, hépatite, donc des maladies qu'on retrouve dans notre coin de pays ou qui sont contenues dans la vaccination qu'on fait là, aux gens. Donc, ça veut dire que si vous pensez déménager en Chine, bien évidemment, il faudrait vous donner des immunoglobulines de Chine pour pouvoir bien vous protéger. C'est pour ça aussi qu'on vous suggère souvent de vous faire vacciner contre les nouveaux virus, par exemple la H1N1, la grippe. Quand ce sont des nouveaux virus, c'est probable que les anticorps ne sont pas contenus dans les bouteilles qu'on s'injecte parce que les gens sont prélevés des années avant que vous soyez là en train de vous injecter. Ce plasma-là a été prélevé il y a 2-3 ans, a fait toutes les étapes de conservation. Donc, c'est pour ça. Oui. Oui, c'est ça. Ça prend plusieurs centaines de donneurs pour faire un petit vial d'IgG, donc c'est très, très minime. On ne pourrait pas se fier, disons, à ça. Mais c'est une bonne observation. Je pense qu'il y a certaines données sur le pourcentage à peu près qui sont contenues dans les immunoglobulines, mais ça reste que ce serait quand même assez rare. Vrai ou faux? Le déficit immunitaire est incurable. OK, on a les pouliches. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, mais ben, c'est comme un peu faux parce que c'est que le droit de réponse, d'habitude, on ne fait pas de droit de réponse pour les faux, mais c'est parce que moi, j'enseigne à mes ouais, mais moi, c'est que j'enseigne à mes patients, puis vous le savez, on vit avec le fait qu'après 6-7 ans, puis qu'on a encore un déficit immunitaire, qu'on a encore une baisse d'IgG, on commence à se faire à l'idée que c'est une maladie chronique, effectivement. Donc, c'est une maladie chronique dans ce sens-là, c'est incurable. Par contre, comme le docteur le disait tantôt, Dr. Haddad le disait, quand on a un déficit immunitaire grave, aussi pour une raison ou une autre, on serait sujet à avoir une greffe de moelle osseuse, bien, quand on change le système immunitaire au complet, même si ça coûte cher,
c'est quand même cher payé avoir une greffe de moelle osseuse, c'est pas une partie de plaisir. Bien, après, on est guéri de notre déficit immunitaire. Donc, c'était comme une question à double tranchant. Pour la plupart des gens qui n'ont pas un trop gros déficit immunitaire et qui peuvent vivre avec, c'est une maladie chronique, mais ce n'est pas incurable dans le sens où on pourrait avoir une greffe de moelle osseuse et être guéri de notre déficit. En ayant travaillé là-bas, je vous dirais que ce n'est pas une partie de plaisir. Tu sais, des fois, on l'entend, on se dit hey, « moi, j'ai juste avoir une greffe, là, genre la paix ». Ça reste que c'est quand même pas facile. Il faut avoir des très bonnes raisons là, pour je vous dirais, s'embarquer dans cette aventure-là. Mais, oui? Bien, moi, j'ai déjà vu... vas-y. Mm-hmm. Oui, ça, c'est un déficit spécifique en IgG2. C'est sûr que ça s'est replacé sur le tard, mais il était quand même, mettons, disons, autour de l'adolescence. Ça s'est placé, mais plus à long terme, c'est ça. Bien, 12 ans, tu sais. Mais disons, à long... Tu sais, moi, je crois au miracle, là, fait que, tu sais, moi, je pense qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie, là, surtout les pouliches, puis tout ça. Là. Mais en général, c'est ça, si notre déficit... En général, c'est une maladie chronique. Ah oui, on va le donner pour le jumeau. Oui, ouais, 2, au 2, parce que dans le fond, c'était aussi faux. Là, c'est vrai. Oui, mais c'est pas vrai, c'est faux. Ah! OK, ici. Hein? Oui. Nommer une stratégie pour diminuer la douleur lors de l'injection d'IgG sous-cutanée. Tu avais levé la main? Pour que ça fasse mal. Ouais. OK, je vais spécifier ma question. Pour diminuer l'injection pendant la transfusion. Elle disait pouliche, là, il soupire pouliche, parce que c'est des petites pouliches, ça parle pas fort. Une débarbouillette d'eau froide. Des barbillettes d'eau froide. Oui, je pourrais le prendre. C'est pas ce que je cherche. Pire, quelque chose de vraiment là, qui aide vraiment. Ah. La crème Emla. La crème Emla, ça aide, mais pour l'insertion, moi, je veux pendant. De la glace et un suçon. La glace et le suçon. Mais quelque chose de plus, là. Bon. Les suçons, la glace, ça aide. Ça, c'est vrai. Mais pour les enfants, disons, qui pleurent pendant la transfusion, puis que le suçon ne fonctionne pas, puis que la petite débarbouillette non plus, c'est vraiment de diminuer la vitesse de perfusion ou de s'assurer d'une température pièce. Parce que souvent, là, pour ceux qui sont très, très sensibles, là, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Le Saint-Hubert aussi, ça aide. Fait qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu 0,5 de chaque barre? 0 partout? OK. Fait qu'on est tous amis. Oui. Température pièce, donc Donc, les viales, c'est ça. Oui, assurer la température pièce du vial. Parce que souvent, avant, quand on était au Vivaglobin ou on était au Gamunex qui n'était pas qui n'était pas à température pièce, donc on sortait les immunoglobulines 15 minutes avant. Grosse erreur. Il faut le sortir au moins 1 heure avant parce que même si le vial, le verre, est température pièce, les immunoglobulines, ça prend quand même du temps avant que ça se réchauffe. C'est pas dangereux de se perfuser quand le produit est froid, mais ça fait mal. Oui, il y en a. Il y a une infirmière dans l'Ouest, elle a dit « Put it in your bra », puis tout ça. Moi, je me promène pas avec vos viales dans ma brassière, là, inquiétez-vous pas. Ouais. Le déficit immunitaire est dangereux car il est invisible. Pouliche, là, hein? Vas-y, c'est qui, pauvre petite Liane, là, qui cherche? OK. C'est elle qui a répondu, mais je dis vrai. C'est vrai. Puis c'est vrai que c'est vrai parce que
Souvent, les ados, là, c'est difficile. On est tanné de se transfuser. C'est pas comme s'il nous manque un bras, hein? Donc, on est tanné de se transfuser. On pense que ça ne changera rien. Souvent, il faut qu'on touche le bas fond avant de vraiment réaliser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre corps. Souvent aussi, on peut avoir des passes plus difficiles que les autres. On est plus fatigué, mais souvent, on ne va pas oser le dire parce que ça ne paraît pas. Fait que souvent, les gens vont dire, « Ben oui, c'est quoi, cette semaine, tu es fatigué, tu étais en forme la semaine passée. Les gens vont se faire dire qu'ils fake. Donc, en fait, c'est le fait que ce soit invisible, ça peut être un avantage parce qu'on passe dans la population comme n'importe qui, mais en fait, on n'est pas comme n'importe qui. Puis ça, ben ça peut être quand même une phase d'acceptation un peu plus difficile. Donc, quand on a envie d'arrêter parce qu'on veut vraiment se donner la preuve puis toucher le bas fond, bien, je pense qu'il faut quand même en parler à son équipe pour que l'équipe soit prête, quand tu touches le bas fond, à être là pour te remonter. Mais je pense que c'est humain puis c'est normal. Puis il ne faut pas être trop sévère avec les enfants parce qu'on a tous besoin, je pense, d'essayer cette phase-là. C'est normal. Malgré l'indépendance que procurent les immunoglobulines sous-cutanées, que peut-on mentionner comme point négatif socialement comparé au IgG intraveineux? Les pouliches sont en feu. Les IV, c'est moins stable que les sous-cutanés. Socialement. Alors, on lit la question comme il faut, tous les mots, s'il vous plaît. Donc, oui, c'est que ça fait des pics, mais socialement, c'est quoi la différence quand on fait sa transfusion sous-cutanée? On est indépendant, mais... Vas-y, Xavier, après ça, on va revenir parce que là, on a eu une mauvaise réponse. La question, c'est quoi le point négatif des sous-cutanés? Socialement. Des sous-cutanés, mais moi, selon moi, c'est des fois les bosses, puis... Les bosses sont sociales? Ah, ben oui! Non, ben tu sais, l'enfant peut être gêné de retirer son chandail ou du fait qu'il se trouve pas comme les autres. C'est bon, mais c'est pas ce que je cherche. Plus social. C'est beaucoup plus d'heures à la maison et l'isolement aussi. L'isolement, la solitude. Mais nous, ça ne nous arrive pas parce que nous, on on est tous ensemble, puis tout. Mais c'est vrai que la solitude, souvent, le fait d'être indépendant à la maison, c'est très intéressant, mais certaines personnes, surtout les personnes âgées, des fois, c'est leur seule sortie du mois, aller à leur centre de perfusion. Pour les parents aussi, des fois, on va à l'hôpital, bien, on voit d'autres parents qui vivent la même chose que nous. Donc, c'est encourageant des fois, puis quand ça ne va pas, bien, de voir quelqu'un avec qui on peut parler, qui nous comprend, mais c'est quand même un gros point. Donc, c'est pour ça que moi, je vous encourage à vous faire des réseaux quand vous venez, puis de vous inscrire aux associations parce que des fois, on n'en a pas besoin pendant 1 an, 2 ans, puis des fois, on va avoir quelques mois que, mon Dieu, que c'est plus difficile que d'habitude. Puis là, bien, c'est important d'avoir quand même un petit réseau. Vous pouvez toujours m'appeler, c'est sûr, mais c'est pas pareil comme quelqu'un qui vit la même chose que vous. Vrai ou faux? Les immunoglobulines IV sont plus efficaces que les sous-cutanés. On l'a déjà fait, celle-là. On l'a fait, celle-là, ça compte pas. Quels lymphocytes sont responsables de la production d'IgG? Les B, les T, les T tueurs, les naïfs, les anti-TNF? Les B. Les B, on en a assez parlé. Bravo, le lymphocyte B, excellent. Vrai ou faux? Un enfant traité par immunoglobuline chaque semaine peut attraper la varicelle s'il n'est pas vacciné. On va voir si c'est long. Bon. Vrai. C'est faux. Donc, c'est faux. Quand on donne des immunoglobulines à chaque semaine, on reçoit des anticorps à chaque semaine. Je ne vous parle pas d'un enfant qui ferait ses traitements 1 semaine sur 2 ou 1 semaine sur 3. Là, on sait que là, c'est possible. Mais en général, un enfant qui est sous immunoglobuline et qui reçoit ses transfusions stédées, reçoit des anticorps, entre autres contre la varicelle à chaque semaine, ne devrait pas attraper la varicelle. C'est pour ça que les parents, des fois, on essaie de mentionner à l'école, mon enfant a un déficit immunitaire, si moindrement il y a quelque chose, vous devez nous aviser. Bien, quand ce sont des maladies comme ça, polio, diphtérie, varicelle, rougeole, si les transfusions sont faites de façon, mettons, stédée, disons, bien, il ne devrait pas avoir de danger. Oui?
Bien, le zona, c'est souvent une maladie de personnes plus âgées, donc c'est possible qu'ils développent un zona. Mais parce qu'il y a moins d'anticorps spécifiques au zona, même si ça vient de la même souche, là, c'est possible. Mais en général, c'est assez rare par contre. Attends un petit peu. On vaccine, le vaccin de la varicelle spécifiquement est un vaccin vivant. Donc, en général, on ne vaccine pas les gens qui ont un déficit immunitaire avec un vaccin vivant. C'est possible que votre enfant l'ait reçu avant son diagnostic. Donc, parce que c'est un vaccin qu'on reçoit quand ils sont très petits. Mais en général, on ne va pas vacciner de personnes avec ce genre de vaccin-là. Pour les autres vaccins, j'ai une autre question là-dessus. Ouais. Oui? Ouais. Non, mais c'est souvent. Non, c'est clair. Ben non, vous n'êtes pas vieille, là. C'est bon, on continue. Quel effet secondaire dois-je déclarer lors de mes transfusions? Nausées, vomissements, maux de tête, rage, sang dans l'urine? Toutes ces réponses, effectivement. Donc, c'est important. Souvent, on ne veut pas déranger. C'est très, très important. Les compagnies pharmaceutiques, eux, se basent sur vos rapports. Puis souvent, on se dit « Ah, je suis malade, j'ai tout le temps mal à la tête de toute façon, fait que je ne déclarerai pas. » Mais c'est très, très important parce qu'ensuite, Héma-Québec, quand ils achètent les immunoglobulines qu'ils vont vous distribuer à vous, s'ils ont entendu parler de zéro effet secondaire, bien, ils vont les acheter puis vous les distribuer. Là, il va être trop tard. Donc, les effets secondaires, c'est important de les rapporter. Même si c'est rendu chez vous que vous les avez, vous devez rappeler à la clinique pour vous assurer de les déclarer. Rage, sang dans l'urine, toutes ces réponses. Quel est le nom du distributeur de produits sanguins au Québec? Bien, je parle pas fort, Seigneur. Héma-Québec. Héma-Québec, toi, tu t'en as-tu dire Héma-Québec? Elle l'a dit. OK, mais sans farce, les poulets, je l'ai parlé plus fort parce que là, je vais avoir des ennemis, là, mes tailleurs vont être pétés. C'est de ma faute. Iron Man, t'es. Il est totalement inutile de recevoir un vaccin lorsqu'on reçoit des immunoglobulines. Mais là, faites attention, j'ai dit totalement inutile. Là, c'est... C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Moi, quand les gens m'appellent et me disent « Ah, Marc-Claude, il y a de la vaccination à l'école, qu'est-ce qu'on fait? » Les gens qui ont un déficit immunitaire, souvent, quand on reçoit un vaccin, on va développer un peu des anticorps, mais pas tous les anticorps. Donc, c'est mieux de se faire vacciner puis de développer, disons, 60 % de l'immunité contre, disons, je ne sais pas moi, les pneumocoques. Donc ça va être la mienne. C'est celle que je vais garder probablement quand même quelques années parce que même si je reçois des immunoglobulines, bien ceux-là, je les détruis. Donc, si pour vous, vous avez une phobie totale des vaccins, que ça vous fait peur puis que vous n'aimez vraiment pas ça, c'est certain que tant que vous êtes sous immunoglobulines, bien, c'est pas très, très grave parce que vous recevez des anticorps régulièrement, donc c'est pas très, très grave. Par contre, la norme dans les nouveaux guidelines, c'est de faire le calendrier vaccinal normal, même si on reçoit des immunoglobulines, pour développer au moins un peu de notre immunité. Par contre, idéalement, quand on vaccine, puis que la personne est sous immunoglobulines, on essaie de faire le vaccin le plus loin possible des injections d'immunoglobulines pour essayer de potentialiser le plus possible le développement d'anticorps. Donc, disons que je sais que mon enfant va se faire vacciner cette semaine, bien, j'essaie d'espacer mes transfusions, mettons, le plus possible pour laisser le corps développer les anticorps. Donc, c'est clair. Idéalement, on se fait vacciner, mais si on a très, très peur, tout le temps qu'on est sous anticorps, bien, c'est pas grave de ne pas le recevoir. Oui. Toujours aussi les vaccins non vivants. Ça veut dire, si on donne la transfusion comme dans le dimanche, il peut se faire vacciner lundi puis reprendre sa transfusion le dimanche suivant? Oui, mais idéalement, si toi, tu sais que le vaccin, c'est le lundi, bien, tu aurais pu le faire, mettons, le jeudi, vendredi de la semaine suivante pour laisser un peu plus de délai. Pour que tu comprends? On change un peu la journée pour laisser le plus possible de jours, avant puis après. Ouais. Okay. C'est quoi les vaccins vivants? C'est la rougeole, rubéole, oreillon et le vaccin varicelle. Donc, il n'y en a pas beaucoup.
Une chance. Donc, c'était faux. Comment se nomme l'Association de patients immunodéficients du Québec? APIC. Ouais, bravo! Donc, l'APIC, ça, c'est au Québec. Le CIPO, c'est l'organisme canadien. Puis le IPOPI, c'est l'organisme international. Soit dit en passant, les congrès dont je vous ai parlé tantôt, le IPOPI est toujours présent, puis il invite les patients à venir. Donc, il y a un congrès pour les infirmières, pour les médecins et pour les patients. Fait que pour du monde qui ont beaucoup de sous, là, si ça vous tente, le prochain est à Prague en 2014, puis les patients sont invités. Fait que c'est intéressant d'aller le voir. Dans quel cas les traitements par perfusion d'IgG seraient souhaitables? Ah, j'ai entendu Ironman. Non, c'est pas vrai. Donc, est-ce que ce serait si les gens ont un déficit en IgG, en IgA, un déficit en complément ou un déficit en anticorps pneumocoque? Donc, dans quel cas on transfuserait des immunoglobulines? Je dirais le A, là, B et E. B et E, c'est une bonne réponse. Donc, les IgA, quand on a un déficit isolé en IgA, c'est pas très, très grave. Donc, c'est des anticorps là, qui ne vont pas causer beaucoup de maladies. Quand on a un déficit en IgG, bien, c'est clair qu'on a besoin d'anticorps. Ou quand on a un déficit en anticorps pneumocoque, ça, c'est un exemple, on dit de déficit immunitaire en anticorps spécifique. Donc, la personne est capable de faire des anticorps, disons, contre la polio, la varicelle, mais pas contre les pneumocoques. Donc ça, juste même s'il y a de la misère à faire des anticorps contre cette sorte de virus-là, c'est une bonne raison de faire des transfusions, de recevoir des transfusions d'immunoglobulines. On va tirer à sa fin. Pour le déficit immunitaire, qu'est-ce qui détermine la dose d'immunoglobulines à administrer? Le poids, c'est une bonne réponse. Donc, quand on vous prescrit des immunoglobulines, on prescrit de 400 à 800 mg par kilo. C'est pas grave si on prend 10 livres après le temps des fêtes. C'est pas grave, on n'a pas besoin nécessairement de changer de dose. Par contre, il faut que vous sachiez qu'en général, on vous prescrit le minimum. Puis comme vous voyez, on pourrait aller jusqu'au double de la dose. Donc, si on vous prescrit le minimum, vous, comme parent ou comme patient, c'est important d'être à l'affût. Si vous faites plus d'infections, si vous vous sentez plus fatigué, c'est important d'en parler parce qu'on peut aller jusqu'à doubler votre dose. Les patients qui sont en sous-cutanés, ils disent « ben oui, vois si je vais te le dire, je vais avoir plus de millilitres. » Mais des fois, juste 10 millilitres de plus, ça peut changer beaucoup au niveau de la qualité de vie. Quelles actions peuvent être faites pour prévenir les céphalées, les maux de tête causés par les intraveineuses? Ironman? C'est pas vrai. Est-ce que augmenter l'hydratation, augmenter la vitesse d'administration, changer de site, se reposer ou penser à son infirmière ou manger des légumes verts? Je dirais le A, augmenter l'hydratation avant, pendant et après la perfusion. Oui, ça, c'est la bonne réponse. Donc, pour diminuer les réactions, surtout de maux de tête, parce que les immunoglobulines, c'est très, très visqueux. Quand on en reçoit une grande quantité, ça passe dans la circulation sanguine, ça va au niveau des méninges. Souvent, ça peut faire de l'inflammation, donner aussi des maux de tête. Donc, de boire beaucoup, ça aide. Par contre, est-ce que ça aide de boire quand on le reçoit en sous-cutané? En général, ça n'aide pas beaucoup parce que la dose qu'on reçoit est très petite. Donc, en général, ça ne change pas grand-chose. Pensez à son infirmière, par exemple, ça aide. Ah, ça aide, hein? Ça, c'est bon. Combien coûte 1 gramme d'immunoglobuline? Et là, on regarde le monde de Grifols. 250 $. Droit de réplique. On m'a dit 80. 80? Bien, c'est pas mal bon. Entre 75 et 100 $ le gramme. Hein? Donc, comme je vous ai dit, on vous prescrit 400 mg. Disons un patient de 65 kg. Ça coûte environ autour de 5 000 $ par mois, juste en immunoglobulines. Alors, vous pouvez regarder les compagnies pharmaceutiques comme ça. Mais nous, on est bien au Canada, puis on sait. Mais hier, moi, j'étais au Texas, puis les gens, là, sont vraiment concernés par le prix parce que c'est vraiment des milliers de dollars. Donc, c'est très précieux. C'est pour ça que les gens qui oublient leurs immunoglobulines, là, c'est qui s'était fait voler leurs affaires? C'était-tu vous qui s'était fait voler vos affaires, non?
En tout cas, ils s'étaient toutes fait voler l'auto, toutes les immunoglobulines. Non, c'est pas vrai. OK. Tabarouette. À quelle lettre de l'alphabet ressemble un anticorps IgG? Ben là, ma photo a comme embarqué. C'était pas voulu. Pouliche? Y? Ouais, la lettre Y. Donc, en fait, les anticorps ici, ils vont aller chercher leurs antigènes, mais ils vont aller s'agripper avec leurs petites pattes. Donc, ça ressemble vraiment à des Y. Ils ont toutes leurs formes. Les IgA ressemblent à quelque chose, les IgG ressemblent à quelque chose, les IgM à une autre forme. C'est beau, le corps humain. Ah, c'est la dernière question. Donc, bravo. Donc, on va y aller pour le score final. Alors, les compteurs ici. Combien? 21. 21 à 16? Oui. Mais on est déjà dans le sud, on est à Longueuil. Est-ce que vous avez des questions pendant que je suis là? Non? Pas de questions? Oui? Par mois. Donc, si on dit 400 à 800 mg par kilo, on se dit qu'on devrait avoir 100 à 200 mg par semaine. Puis des fois, c'est bien de demander à votre immunologue combien moi je reçois par kilo. Comme ça, vous savez si vous êtes au maximum de la dose ou si vous êtes au minimum. Oui? Oh, excusez. Maintenant, donc avant, là, dans les jadis, là, dans l'ancien temps, disons, il y a quelques années, on multipliait la dose, disons la dose en intraveineux, on la multipliait par 1,53 pour avoir la dose IV. Donc, on potentialisait le nombre de grammes pour le mettre en sous-cutané. Il y avait 2 études internationales, une des États-Unis, une de l'Europe. Donc là, en général, on nous disait d'y aller avec l'étude des États-Unis. Moi, mon docteur, c'est un Français, vous avez vu, hein? Donc là, lui, il se basait plus sur les études d'Europe, qui étaient, eux, la philosophie, c'était d'y aller avec la dose égale. Donc maintenant, avec les années, la majeure partie des gens qui prescrivent vont y aller avec la dose égale, donc en conversion 1 pour 1. Si vous avez 40 grammes à recevoir en IV, on va vous donner 40 grammes en sous-cutané. En plus, souvent, en sous-cutané, on voit que le taux d'IgG monte. On dirait que l'absorption est meilleure. Donc, souvent, des fois, on peut diminuer même la dose quand on passe en sous-cutané. Oui? C'est non. Oui. Souvent aussi, c'est que, pour une personne avec est immunodéficient, donc c'est pas recommandé, mais c'est surtout parce qu'ensuite, tu peux